instant, le journal. Le journal avec Seini Amadou. La situation des refoulés nigériens d'Alger vivement critiquée par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène, c'était ce matin dans une déclaration publique. Alep Est. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information de la grande édition sur Canal 3 Niger et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Je le disais dans le titre, le mouvement nigérien des jeunes, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène a rendu public ce matin à la Maison des jeunes et de la culture Diado Sékou de Niamey une déclaration publique. Celle-ci était relative à la situation socio-économique et politique du pays avec en toile de fond l'affaire du refoulement par Alger de migrants africains dont plusieurs Nigériens. Les détails avec Ahmed Miguel Panque. Comme à son habitude, le MOJEN, Mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, après une radioscopie de la situation du tissu social nigérien, publie le cliché. Un cliché qui montre de multiples fractures et contusions de la situation socio-économique du Niger. Pour l'homogène, le régime de la 7e République est à l'origine de ce malaise. En effet, après avoir abandonné l'école nigérienne dans la déchéance, les populations dans la maladie et la faim, les commerçants sur les vestiges de leurs boutiques et hangars détruits, livrés à Dieu le miséricordieux, les familles de la pauvreté, la mendicité et la prostitution, la jeunesse de la délinquance, les désœuvrages et la consommation de la drogue et des stupéfiants, le régime de la 7e République avait créé toutes les conditions nécessaires et suffisantes d'exode massif des citoyens bravalides dans l'aventure à travers le pays frontalier, particulièrement vers le nord. C'est le lieu ici de souligner les souffrances qu'endurent les migrants issus des États de l'Afrique subsaharienne, en terre algérienne, où ils se font mutiler, séquestrés et tués après avoir connu les affres de prisons dignes de camps nazis de concentration. La situation des migrants refoulés d'Algérie, dans des conditions particulièrement choquantes, n'a pas échappé à la réflexion du MOJEN. En effet, ce sont des milliers qui végètent dans les rues d'Agadez, tandis que d'autres sont inhumément déversés dans le désert par le service de sécurité algérien. L'Algérie est un pays africain membre fondateur de l'OIA, puis de l'Union africaine. C'est soustrait aujourd'hui à son devoir de pays de la Oumma islamique et des autres institutions panafricaines et internationales. Le drame de ces migrants est davantage accentué par le traitement immoral et raciste dont ils sont victimes par les populations. Racisme, il faut le souligner, encouragé par certains médias algériens sans que le pouvoir politique n'en dise mot. Bloqués entre leur pays ONU et une Europe onirique, de milliers de migrants subsahariens sont la cible en Algérie d'une véritable chasse à l'homme depuis le 1er décembre. Des méthodes d'expulsion expéditives qui inquiètent les défenseurs des droits humains dont nous sommes. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger salue par contre la politique migratoire du roi Mohamed VI du Maroc. Les MOJEN se réjouit par contre à l'opposé des attitudes algériennes, du noble comportement du roi Mohamed VI qui vient de donner de trop hautes instructions pour le lancement de l'immédiat de la deuxième phase d'intégration des personnes en situation irrégulière au Maroc. En effet, la politique migratoire du roi vise à l'intégration économique et sociale des personnes en situation irrégulière
principalement des pays subsahariens. Son approche axée sur l'intégration humaine avec la préservation et la protection des droits et de la dignité humaine rend compte de son souci de créer les conditions appropriées aux migrants afin qu'ils établissent et vivent dignement au sein de la société marocaine. L'Homogène lance enfin un appel à ses militants et sympathisants et à toutes les couches socio-professionnelles à prendre part à la marche suivie de meeting le 21 décembre prochain. C'est peut-être le bout du tunnel pour l'école nigérienne. Après près d'un trimestre d'agitation dans le secteur, un compromis a été trouvé hier entre les syndicats du secteur de l'éducation et le gouvernement. Suivant à ce propos, le secrétaire général du SNEN, Issoufou Arzika, également co-coordonnateur de la cause Niger. C'est des négociations qui ont duré et qui ont abouti justement à la signature d'hier et qui portent sur le paiement des pécules, la grille salariale, le recrutement, la question du spécial A, la mise en place des mandataires à la section H, le paiement des rappels et incidences financières et la poursuite des négociations. Sur le premier point qui concerne d'abord le préalable, parce qu'il y avait un préalable, c'est celui de faire respecter la loi par le gouvernement à leurs inspecteurs et autres docteurs qui ne comprennent pas encore qu'il y a une loi qui interdit de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire affecter arbitrairement les enseignants pour faire des grèves ou de promouvoir d'autres parce qu'ils n'ont pas respecté la grève. Alors, ils ont pris l'engagement de faire respecter la loi et de rétablir tous les cas d'abus intervenus pendant la grève. C'est-à-dire les camarades affectés arbitrairement vont revenir à leurs postes initiaux. Alors, pour les pécules, le gouvernement a pris l'engagement d'éponger tous les arrêts de pécules d'ici décembre, c'est-à-dire dans 2 semaines. Or, pour nous, il reste incontestable que le délai nous semble raisonnable. Parce que ces 2 semaines, les camarades ont attendu 4 mois sans avoir leur pécule. Si dans 2 semaines, on peut les payer, autant prendre que de continuer à aller en grève et à refuser les accords, alors que ce gouvernement-là, nous avons compris, quand vous ne signez pas d'accord, même votre droit, on ne vous donne pas. Alors, si on comprend que ça fonctionne comme ça, et que nous avons notre rapport de force aussi qui est en notre faveur, il faut qu'on en profite pour l'amener à prendre des décisions dans des délais courts. C'est pourquoi nous avons estimé que 2 semaines pour payer tous les arriérés, c'est-à-dire 4 mois pour certaines régions, reste un délai raisonnable. Et nous allons les prendre, nous allons mettre le gouvernement en observation pour voir s'il le fait. S'il ne le fait pas, c'est déjà nous sommes sur la sentinelle parce que pour nous signer un accord, ce n'est pas un moment de repos, non, c'est un moment de travail pour la mise en œuvre et la mise en application et la réalisation, ou plutôt la concrétisation, parce que c'est ce que le commun des mortels veut, la concrétisation des accords signés avec le gouvernement. Maintenant, pour la grille salariale, on va attendre l'impact financier, parce que la grille est déjà établie, elle est élaborée, on attend l'impact financier. Le recrutement, c'est le 3e point. Et le recrutement, c'est les matricules d'abord de 2012, 2013 et 2014. Le gouvernement a pris l'engagement. Et c'est parce que c'est là que ces matricules seront octroyés donc, au courant et premier trimestre 2017. Des matricules qu'on a attendu 4 ans aussi. Si on peut les avoir d'ici courant près, c'est-à-dire dans 3 mois, moi j'estime que c'est un délai raisonnable. Parce que quelque part, il faut le dire, c'est parce que nous n'avons pas signé d'accord que les matricules ont échappé aux enseignants. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas une justification. Restons dans le domaine de l'éducation avec la poursuite de la mission de sensibilisation à l'endroit de ces militants du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, à l'occasion d'une assemblée générale ce matin à l'école primaire Bandebari. Le co-coordinateur de la cause a invité ces militants à l'unité syndicale. Plus de précisions avec Sylvie Deji. Cette assemblée générale des militants de cause Niger dans l'enceinte de l'école primaire de Bandaberi fait suite à la mission en profondeur organisée depuis le 20 novembre dernier par le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Le co-coordonnateur de cause Niger leur avait prodigué de sages conseils avant de préciser la mission et le contenu de l'assemblée générale. Il a parlé également du protocole d'accord signé entre le gouvernement et leur cadre et surtout de l'unité syndicale. Je commencerai par ce qui est arrivé juste hier. Vous avez vu le protocole d'accord qu'on avait signé hier. Nous sommes en train d'envisager au niveau du cadre de faire des missions au moins au niveau des régions. C'est-à-dire l'ensemble des syndicats qui ont pris part dans la lutte pour essayer de consolider cette unité syndicale. L'unité syndicale aussi a été une recommandation du Congrès. Depuis 2009, il nous a été demandé d'aller vers l'unité syndicale. En 2009, on a juste pu créer la FISEL. Ça n'a pas été ce qu'on a voulu. Nous sommes venus en 2012, 2015. Bon, on a essayé.
ça n'a pas marché. Mais cette fois, au sortir du congrès de Niamey de 2015, aussitôt sorti, nous nous sommes attelés conformément à ces résolutions du congrès, parce qu'il faut que les gens le comprennent. C'est le congrès qui est l'instance suprême du Sénat qui a demandé de faire l'unité avec l'ensemble des syndicats. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'on a raconté tout autour de cette unité-là. Tout, on a tout entendu. Non, c'est le congrès qui l'a dit. La troisième fois, il disait, allez-y faire l'unité au bureau exécutif national. On n'a pas pu le faire. Maintenant qu'on a pu le faire, il y a des petits malins qui ont continué à répondre aux injonctions des politiciens. Le but visé à travers cette assemblée générale est de former et d'informer les militants de Cause Niger sur la lutte syndicale. Le défi pour ces enseignantes et enseignants, c'est d'être des acteurs actifs dans le cadre de la révalorisation de la profession enseignant et du combat pour redorer l'image du système éducatif national. Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine a organisé hier une réception à sa résidence de Niamey, un dîner qui marque le début du séjour diplomatique au Niger, à l'occasion pour lui de revenir sur l'excellence et l'exemplarité de la coopération sino-nigérienne. Elhadj Anissa Amadou. C'est en présence des membres du gouvernement, des corps diplomatiques accrédités dans notre pays et de plusieurs autres invités que le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine a officiellement pris fonction. À cette occasion, Zhang Lijun a tenu à livrer ses premières impressions à son arrivée au Niger. Avant de quitter Pékin, des amis me disaient « Tiens, tu vas au Niger, là-bas c'est la fournaise. La température montait jusqu'à 50 degrés. Quand j'arrive au Niger, c'est au contraire. Le climat est très agréable. Vous devinez que je n'ai même pas le clim dans la nuit. Ma deuxième impression, c'est le paysage. Le matin, quand je me promène au bord du fleuve Niger, je vois les riverains s'avérer dans leur jardin potager avec dans chaque bras un gros arrosoir. Mais ce qui me frappe le plus, c'est cette amitié sino-nigérienne. Seulement une semaine après mon arrivée, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a accepté mes lettres de créance. Et quelques jours après, nous avons eu un entretien très cordial et amical. À l'ambassadeur de la République populaire de Chine de dresser un bilan de la coopération entre le Niger et son pays qui se place comme l'un des premiers partenaires du Niger. Sur le plan économique, les champs de coopération pragmatique s'amplifient davantage. Fidèle au principe dit de coopération gagnant-gagnant et développement commun, la coopération pragmatique mutuellement avantageuse entre nos deux pays est très fructueuse. Parmi d'autres, je ne vous cite que deux exemplaires. Le premier, c'est l'industrie pétrolière. Auparavant, le Niger était considéré comme un pays pauvre en pétrole, et en coopérant avec la Chine, en moins de 5 ans, le Niger est devenu un pays doté d'une industrie pétrolière moderne combinant la production et le raffinage. Le deuxième exemple, c'est l'hôpital général de référence de Niamey. Il y a quelques mois, cet hôpital disposant de 500 lits a achevé ses travaux avec l'aide chinoise. C'est le plus grand hôpital financé par le gouvernement chinois dans l'histoire de l'aide du gouvernement chinois à l'étranger.
En 42 ans de relations diplomatiques, Zhang Lijun est le 11e ambassadeur de la République de Chine au Niger. Il a pour mission d'approfondir les échanges entre les deux peuples et de promouvoir la coopération sino-nigérienne dans tous les domaines. La page internationale à présent, elles étaient des milliers ces familles rassemblées la nuit dernière dans les rues de Salah Eddin, ce quartier d'Alep Est, d'où des bus étaient censés les évacuer hors de la guerre. Toutes ont été prises de court par la reprise soudaine des bombardements. Le cessez-le-feu s'est envolé une nouvelle fois à Alep, malgré l'accord hier entre Moscou et Ankara. Jurette Lacharny. Des bus, toujours dans l'attente de leurs passagers. Dans la matinée, une vingtaine de véhicules devaient évacuer les premiers groupes de rebelles et de civils. Mais avec la reprise des combats, tous restent pour l'instant pris au piège. La confusion règne désormais dans les rues de la ville, comme l'expliquent certains habitants sur les réseaux sociaux. Bonjour mes amis, le cessez-le-feu est déjà rompu. Vous entendez les tirs de roquettes qui tombent ? Il y a eu des blessés et c'est le régime qui frappe. On va essayer de survivre dans les jours qui viennent en attendant notre évacuation. Merci à ceux qui ont prié pour nous et qui nous ont soutenus. Ce mercredi à Alep, plus d'une dizaine d'obus ont été tirés par les forces pro-gouvernementales qui resserrent toujours un peu plus leur nœud autour des rebelles et avec eux des civils. Abandonnés à leur sort, certains habitants affamés profitent des réserves de nourriture laissées derrière eux par des groupes d'insurgés qui ont battu en retraite. Comme ici, dans cette ancienne école transformée en QG par les combattants du groupe islamiste Jaïs al-Islam. Les habitants les accusent d'avoir détourné de l'aide humanitaire à leur profit. Ils nous interdisaient tout. Il n'y a pas de lait, rien à cuisiner, pas de viande, pas de citron. Ils nous interdisaient de toucher à quoi que ce soit. Selon les organisations humanitaires, la partie orientale de la ville est désormais dans une situation d'urgence absolue. Près de 50 000 civils, épuisés par le froid et la faim, attendent toujours de quitter les lieux. Après Bernard Cazeneuve hier en France, c'est au tour de Paolo Gentiloni en Italie d'obtenir la confiance de ses parlementaires pour diriger le gouvernement. 169 voix contre 99. Le successeur de Matteo Renzi passe l'obstacle du Sénat et est donc confirmé désormais comme président du Conseil à la tête d'une équipe où la plupart des ministres ont conservé leur poste. Julie Chuteau. Sénateur favorable 169, sénateur défavorable 99, abstention 0. Le Sénat approuve le gouvernement. Après celle de la Chambre des députés la veille, Paolo Gentiloni obtient la confiance du Sénat. Ce proche de Matteo Renzi peut être investi à la tête du gouvernement. C'est un gouvernement qui doit, avant tout, terminer le travail en cours sur les réformes, les innovations et la modernisation de ces dernières années. Une continuité critiquée par de nombreux parlementaires qui dénoncent un copier-coller du précédent gouvernement. La plupart des ministres de Matteo Renzi ont conservé leur portefeuille. À l'Assemblée nationale mardi et ce mercredi au Sénat, de nombreux parlementaires ont boycotté le vote, comme ceux du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Ce gouvernement est fait pour durer quelques mois, seulement pour résoudre les situations d'urgence, changer la loi électorale et pour amener les Italiens aux urnes, disons, vers juin. Mais avec la confiance des deux chambres, il sera très difficile, à moins d'événements extraordinaires, de le faire tomber et d'amener l'Italie au vote. Les élections législatives doivent normalement se tenir en 2018. Mais de nombreux analystes prédisent la tenue d'un scrutin anticipé. Il passe enfin aux aveux soupçonnés d'avoir tué de ses propres mains des narcotrafiquants. Le président philippin Rodrigo Duterte le connaît aujourd'hui. Oui, il avait bien abattu des criminels présumés à l'époque. Il était maire de Davao, la plus grande ville du sud des Philippines. Il pense avoir ainsi montré l'exemple à la police.
Face à un parterre d'entrepreneurs, Rodrigo Duterte se montre très à l'aise. Devant de nombreux étrangers, il n'hésite pas à avouer qu'il a tué de ses propres mains lorsqu'il était maire de Davao, où il a mené une politique de lutte acharnée contre les trafiquants de drogue. À Davao, je le faisais personnellement, juste pour montrer aux gars de la police que si je peux le faire, pourquoi ne pourrait-il pas le faire? J'allais dans Davao avec une moto et je patrouillais dans les rues à la recherche de problèmes. Je cherchais vraiment l'affrontement pour pouvoir tuer. Les défenseurs des droits de l'homme accusent le président philippin d'avoir dirigé des escadrons de la mort qui ont fait plus de 1000 victimes. Il a plusieurs fois reconnu, puis démenti avoir joué un tel rôle. Rodrigo Duterte a été élu en mai dernier sur un programme ultra répressif. Il a promis que 100 000 délinquants seraient assassinés. Hier encore, devant des expatriés philippins au Cambodge, il a tenu des propos allant dans ce sens. Il y a 4 millions de drogués dans mon pays. Comment pensez-vous que je vais résoudre le problème? En septembre, face à une commission d'enquête sur les tueries extrajudiciaires, un ancien tueur à gages a apporté un témoignage accablant sur Rodrigo Duterte. Il l'a accusé d'avoir lui-même tué un enquêteur du ministère de la Justice et ordonné le meurtre d'opposants quand il était maire de Davao. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information au nom des équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonne réception. Au revoir.